pourquoi les Femmes militaient de cette manière-là, seins nus avec des messages sur le torse, le bras levé, etc. Ça vient vraiment de son art, de son cheminement artistique. Oksana, elle ressentait les choses artistiquement avant même de les intellectualiser. Et c'est vraiment cette facette-là qui m'a intéressée chez elle. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. 4 ans après Slalom, je suis très heureux de recevoir de nouveau Charlène Favier dans l'émission. Bonjour Charlène, comment vous allez ? Très bien depuis Marseille. Bah ça c'est super. Il fait beau comme à Montpellier ou pas ? Ouais, il fait beau malheureusement parce que là, il faudrait qu'il pleuve pour aider la sortie des films. Ouais, pour faire venir les gens en salle. Bon, ça va peut-être changer ce week-end, je crois qu'il s'annonce un petit peu plus vieux, en tout cas du côté de Montpellier. Je tiens à signaler quand même que vous avez été la première réalisatrice à avoir accepté une interview de notre part à l'époque. Depuis, il y en a eu une centaine qui en ont découlé. Mais tout ça, ça a commencé de vous, donc ça nous fait encore plus plaisir de vous avoir de nouveau aujourd'hui. Ah mais c'est génial, je savais pas, voilà. C'est super. Alors on va débuter par le commencement et par la genèse de ce nouveau film, Oksana. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la figure d'Oksana Tchatchko ? Tchatchko, je le prononce bien ? Ouais, Tchatchko. Tchatchko. Oksana, c'était une femme incroyable, c'était une véritable héroïne. Elle était mystique, révolutionnaire, artiste. En essayant de comprendre qui elle était, j'ai finalement compris aussi pourquoi les Femmes militaient de cette manière-là. En tout cas, toute cette iconographie de la femme seins nus avec des messages sur le torse, le bras levé, etc. Ça vient vraiment de son art, de son cheminement artistique. Et aussi de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Et c'est ça aussi qui fait son originalité et sa densité, si j'ai envie de dire. C'est que Oksana, elle ressentait les choses artistiquement avant même de les intellectualiser. Et c'est vraiment cette facette-là qui m'a intéressée chez elle. Et c'est aussi parce que quand les Femmes sont arrivées en France pour la première fois, moi, je suis un petit peu passée à côté. Et je me suis questionnée pourquoi une jeune femme comme moi, féministe dans l'âme, je n'ai pas vraiment été intéressée plus que ça par ce mouvement. Pourquoi je n'ai pas compris vraiment ce qu'elles étaient en train de faire, en tout cas la manière dont elles procédaient. Et voilà, c'est toute cette réflexion à la fois personnelle et après cette fascination que j'ai eue pour elles qui m'ont vraiment donné envie de dresser ce portrait. Et donc vous aussi, pour travailler dans votre film, vous avez essayé de d'abord ressentir avant d'intellectualiser comme Oksana ? Non mais ça ouais, c'est vraiment ma façon de faire du cinéma et de l'art en général. Alors souvent en plus je dis moi je suis pas une intellectuelle, j'ai pas fait d'études, donc j'ai toujours ce petit syndrome de l'imposteur par rapport à un milieu où souvent justement on est entouré de gens qui se disent très érudits, qu'on fait des grandes écoles et tout ça. Moi j'ai fait l'école de la vie et si je fais du cinéma aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu des choses très fortes, des traumatismes parfois aussi. D'ailleurs c'est aussi un lien que j'ai avec Oksana et avec tous les portraits de femmes que je dresse dans mes films, que ce soit Slalom, la fille qu'on appelle. Aussi, c'est des femmes fortes et fragiles qui vivent des choses très dures, qui façonnent finalement leur parcours et qui les rendent plus fortes au final. Donc voilà, tout ça fait que, en effet, le ressenti et les émotions sont vraiment au cœur de mon cinéma et les explications parfois un peu trop psychologiques, psychanalytiques ou vraiment la conceptualisation des choses. C'est vrai que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse quand je me lance dans un film. Et d'ailleurs, quand je me lance dans un film, il n'y a pas de calcul, quoi. C'est vraiment, je suis touchée par quelque chose. En général, c'est aussi parce que j'ai envie de comprendre mon propre ressenti à moi ou ma propre intimité. Et après, je pars à corps perdu dans cette histoire. Et là, d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec Oksana, avec ce film, parce que si jamais j'avais trop réfléchi, je pense que j'aurais jamais fait ce film, parce que c'était tellement fou de faire ce film, alors que la Russie avait envahi l'Ukraine, que je pouvais pas voir mes comédiennes pour le casting. Enfin, on a eu un tas de choses qui sont arrivées, je pense qu'aurait sûrement fait baisser les bras à plein de réalisateurs ou de producteurs. Mais moi, j'étais tellement émotionnellement connectée à cette histoire et à cette jeune femme que je me suis posé aucune question. J'ai foncé tout droit, quoi.
Et c'est ce que j'allais dire, vous dire aussi, à première vue, le film, il a rien à voir forcément avec ce que vous avez fait avant, avec Slalom, par exemple, votre premier long métrage. Pourtant, on peut y voir malgré tout deux films qui travaillent la libération de la parole au féminin. Pourquoi ce sujet-là, il est au cœur de vos films? Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dedans? Mais c'est vrai que c'est deux films très différents et en même temps, ils sont pas si différents que ça parce que c'est deux portraits de femmes fragiles et fortes à la fois. C'est deux parcours d'émancipation d'une certaine manière parce que Oksana aussi, elle va s'émanciper de sa famille et de la société dans laquelle elle vit grâce à cette mission qui l'accapare et dont elle va s'emparer, cette mission de sauver le monde, de se battre contre les injustices via l'art, via son cheminement artistique. Lise, c'était aussi une combattante, quelqu'un qui s'émancipait d'une solitude, d'un manque d'amour et qui essayait voilà de se faire une place dans le milieu du ski et qui tombait un peu dans cette relation d'emprise. Donc il y a plein de choses en fait assez similaires. Là, c'est vrai qu'avec Oksana, il y a une dimension aussi politique. C'est aussi l'histoire de tout un groupe de jeunes femmes. C'est l'histoire du féminisme au sens aussi plus large. C'est l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Mais c'est vrai que finalement, moi, je suis un peu comme Oksana qui disait l'art, c'est la révolution. Et moi, avec mes films aussi, j'essaye de faire ma petite révolution. Et ça, c'est parce que je considère que j'ai tellement de chance de faire ce métier. Je suis tellement chanceuse de faire ça que j'ai aussi une responsabilité et un devoir par rapport au monde. Et en tout cas, ce que je me raconte, moi, ma mission, eh ben oui, c'est de faire bouger un petit peu les lignes, c'est d'ouvrir la parole, c'est de changer un tout petit peu le monde. Et j'avais pas vraiment pris conscience à quel point Oksana, c'est marrant, vous avez dit ça, Oksana et Slalom libèrent la parole. Alors, Slalom, c'est évident, il libère la parole. Mais Oksana, je l'avais pas vraiment finalement compris. Et hier, j'étais en train de parler avec Apollonia Sokol, qui est donc une grande peintre, qui était une amie intime d'Oksana. Elle est jouée par Noé Habitat dans mon film. Et elle me disait, Charlène, tu sais, quand j'ai vu ton film à Paris la semaine dernière, ça m'a fait un bien fou, ça m'a soulagée et ça a libéré la parole. Il y avait une chape de silence autour d'Oksana. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, finalement, j'ai libéré la parole aussi avec ce film. Mais je m'en étais, vous voyez, je l'avais pas, je l'ai pas fait en me disant, je vais libérer la parole, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que j'ai même eu l'impression que vous voulez remettre un petit peu l'église entre guillemets au centre du village avec ce film, que vous voulez donner un visage aussi aux Femmes et dévoiler une des personnalités essentielles des Femmes et qu'on connaît pas forcément du grand public. C'est d'ailleurs aussi appuyé, je trouve, par le choix d'appeler votre film frontalement Oksana. Voilà. Est-ce que c'était une volonté qui n'était pas forcément ressentie, c'est ça? C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai découvert Oksana, je me suis dit, déjà, c'est pas normal de pas la connaître avant. Enfin, j'aurais dû connaître cette fille. Donc, il y a eu vraiment une espèce d'enquête intime et aussi d'enquête un peu journalistique sur, voilà, qui est-elle et pourquoi je suis passée à côté de son parcours incroyable. Et très vite, je me suis sentie très très proche d'Oksana. J'ai eu l'impression de la rencontrer au travers des gens qui l'ont aimée et qui m'ont parlé d'elle. Et j'ai très vite eu envie de lui rendre hommage et de lui rendre justice. Donc évidemment, je la replace. C'est le personnage central de mon film. C'est elle que je replace au centre du tableau même pictural que j'ai essayé de créer. C'est elle l'icône. Et oui, il y a cette envie très forte de lui rendre justice. Ça c'est sûr. Et donc, vous avez pu récolter, je comprends que vous avez pu récolter de nombreux témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, du coup, pour écrire le film. Oui, alors j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur elle et sur les Femmes. J'ai regardé beaucoup de films, dont Je suis Femmes d'Alain Margot, qui est un documentaire magnifique, que j'encourage ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur Oksana et la jeunesse des Femmes à voir. C'est le film qui est cité à l'intérieur, c'est le film documentaire qui est cité à l'intérieur de votre film, c'est ça, hein? Ouais. Et ensuite, je me suis dit, voilà, ça suffit pas, vu que j'ai vraiment envie de ressusciter un petit peu l'âme d'Oksana à travers mon film. Il fallait que je rencontre les proches, les intimes, pour vraiment arriver à la comprendre. Et c'est là où j'ai commencé à prendre contact avec sa maman, Apollonia, ses amants, ses amis. Je suis allée aux Beaux-Arts, je suis allée voir son atelier, là où elle était. J'ai essayé de comprendre comment elle était partie, qu'est-ce qu'elle avait ressenti lors de ce départ-là des Beaux-Arts. Enfin, voilà, je suis allée un peu dans tous
les lieux, j'ai rencontré tous les gens qu'il avait côtoyés. Et ça a été très très important pour moi pour essayer d'être juste. Et aujourd'hui, bon ça y est, la plupart des gens à qui j'ai parlé, qui m'ont livré leur amour pour Roxana et leur regard aussi fasciné sur elle et qui m'ont permis de faire ce film, ça y est, la plupart, presque tous ont vu le film. J'avais très très peur parce que c'est une responsabilité énorme de raconter de la vie de quelqu'un qu'on n'a pas connu face aux gens qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Et ils ont tous adoré le film et ils ont tous dit, et ça m'a vraiment soulagée. Ils m'ont tous dit merci, merci de lui rendre hommage et surtout merci d'avoir dressé un portrait aussi respectueux et aussi pudique. C'est vrai que j'ai essayé de garder de la pudeur et de penser à eux. C'est vrai qu'à chaque fois que je filmais un plan du film, je pensais à sa maman, je pensais aux hommes qui l'ont aimé, je pensais à Apollonia, je pensais à eux pour c'est pour ça que le film est très beau aussi, parce que c'est par respect pour eux. J'avais envie notamment aussi, par exemple, le suicide d'Oksana, il est sublimé dans le film, il est très pudique, c'est 2 plans, c'est une image très, très artistique, très belle, presque mentale, mais et c'est pour ça aussi que le film se prolonge après. Cet acte-là, c'est par respect pour eux aussi. Bah, on va continuer à remonter le fil de création de votre film. Nous, chez The Cinema Show, on aime bien rentrer un petit peu dans les mécanismes voilà, de création des films. Et en soi, donc, dans un biopic, il y a énormément de choses à raconter, puisqu'il faut raconter la vie d'une personnalité. Vous avez dit, bah, vous devez essayer de rester un petit peu sur un fil entre ce que vous voulez, ce qu'il faut raconter, mais aussi peut-être ce qu'il faut garder de côté. Je me demandais comment vous avez fait le tri donc entre ce qui était réellement nécessaire à raconter pour le film et ce qui l'était moins, et comment vous avez fait pour ne pas franchir un petit peu la limite interdite. C'est quoi la limite interdite? Ce que vous me disiez sur essayer de de rester toujours dans le respect, de penser à sa famille aussi. Je pense qu'il n'y a pas toujours, tout le monde ne fait toujours pas de cette façon-là pour un biopic. C'est très dur de faire un biopic. C'est un exercice vraiment compliqué. Je suis pas sûre d'ailleurs que je vais me relancer dans un biopic de sitôt. Parce que justement, ce tri-là, ce choix, il est très compliqué, je trouve, à faire. Et pour raconter, par exemple, vraiment Oksana, il fallait que je raconte la naissance des Femen, parce qu'elle était Femen. Et sa vie n'était rien finalement sans Femen. Et en même temps, ce n'est pas un film sur les Femen que je fais, c'est un film sur Oksana. Donc, d'ailleurs, il y a certains critiques, j'ai lu, qui me reprochent ça, c'est-à-dire, mais alors c'est un film sur les Femen, c'est un film sur Oksana. Non, ils voient que c'est un film sur Oksana, mais on nous reproche toujours quand on fait un biopic de mettre trop de choses. Mais en même temps, on peut pas raconter Oksana sans raconter, sa prise de conscience contre l'Église qui l'a flouée. On peut pas raconter Oksana sans montrer sa relation avec sa maman. On peut pas raconter Oksana sans raconter sa rencontre avec Anna et Sacha, qui a été déterminante, la manière dont elles ont monté Femen, les quelques actions, et j'ai fait vraiment un choix, ça a été difficile, parce que des actions, elles en ont fait énormément. Donc j'ai essayé de choisir des actions un peu différentes, mais il faut en montrer pour comprendre aussi leur démarche. Il faut aussi montrer Oksana en train de peindre, enfin voilà. Donc, et à chaque fois, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et je me disais, oui, j'ai besoin de ça, sinon on va pas vraiment la comprendre. Et vu que le but de ce film, c'était vraiment de lui rendre hommage, et lui rendre justice, encore une fois, il faut qu'on puisse comprendre et qu'on vive avec elle certains éléments clés. Et oui, il y a beaucoup de choses, mais c'était une obligation. Je me suis dit très vite, si j'ellipse, si j'élude les actions, ça marchera pas. Donc voilà. Et ça, c'est toujours la difficulté du biopic. En tout cas, j'ai essayé quand même de créer un ensemble qui soit cohérent, qui soit fort, qui soit tendu, et qui nous donne assez de toutes les facettes du parcours d'Oksana pour qu'on puisse vraiment la comprendre. En plus, votre film prend aussi une forme particulière, pardon. Il y a tout un mystère autour de la construction du long métrage, avec cette journée du 23 juillet 2018 en fil rouge. On comprend finalement pourquoi à la fin du film vous avez choisi cette date. Est-ce que c'est seulement pour donc l'événement final du 23 juillet que vous avez choisi de placer cette journée en fil rouge, ou est-ce qu'il y avait aussi autre chose derrière? Il fallait. Alors après, on a eu des grosses contraintes de production, et ça c'est toujours intéressant de le dire, parce que on se rend pas forcément compte. Mais là,
mes producteurs m'ont dit très vite, enfin tout de suite, ils m'ont dit voilà, si on veut que le film se fasse, il y aura des contraintes. Donc déjà, est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Donc moi j'ai dit oui parce que le plus important c'était que le film se fasse. Et la contrainte c'était il fallait que le film soit français. Pour que le film soit français, qui bénéficie du crédit d'impôt et de certaines aides afin de réunir le financement qui était nécessaire pour faire ce film, il fallait qu'on tourne autant de temps en France qu'en Hongrie. Ouais. Quand on a su qu'on ne pourrait pas tourner en Ukraine à cause de la guerre, on s'est rapatrié sur la Hongrie. Mais il fallait que le temps de tournage soit le même. Ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième, il fallait que la langue française soit majoritaire. Donc, il fallait absolument que j'ai assez de choses à raconter sur Paris, ce qui n'était pas simple parce que Paris, c'est une période de dépression, d'exclusion. Alors, il y a cette relation avec Apollonia qui ramène un peu de vie et tout ça, mais c'est quand même un moment où Oksana a sombré dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, si j'avais mis tout, par exemple, à la suite, de manière très chronologique, on a eu 40 minutes de film où on aurait été dans des choses très sombres, avec un rythme très lent, d'une Oksana qui finalement se laisse un peu sombrer. Donc ça aurait été un peu indigeste. Et donc on a eu cette idée avec Diane Brasseur, ma deuxième co-scénariste, que j'ai aussi travaillé avec Antoine Lacomblesse pour la première partie de mes recherches, d'inventer cette dernière journée qui viendrait donc comme un fil rouge. Qu'on viendrait entrecoupé de flashbacks, mais sans vraiment qu'on mette en évidence par ma mise en scène que ce soit des flashbacks, parce que je voulais que les choses soient vraiment s'imbriquent vraiment bien, quoi. Et donc, ça nous permettait d'avoir cette journée à Paris où on a cette atmosphère plus lourde, où la caméra est plus figée, où on sent qu'Oksana, elle subit vraiment ce pari. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a cette interview avec cette journaliste. C'est une interview qu'elle a vraiment fait avec Libération. Okay. Mais ça nous permettait aussi de la faire parler en français, parce qu'il fallait que mon personnage parle en français pour qu'on ait ce problème de langue qui soit réglé. Donc, c'était vraiment... et tout était entremêlé dans cette construction de scénario. Et vu qu'on avait ces retours en arrière, ça permettait aussi de ramener de la vie, voilà, quelque chose de beaucoup plus vivant pour venir casser un peu ce rythme plus lent et plus sombre à Paris. Et donc, on s'est dit... C'est assez... avec ouais, allez-y. Ouais, on s'est juste dit, est-ce que c'est pas le dernier jour de sa vie qu'on se rappelle de toute sa vie? Voilà, et c'est un peu sur cette idée-là qu'on a construit le film, le scénario. Mais c'est marrant, du coup, c'est donc un choix, une obligation de production, entre guillemets, qui vous a poussé à réfléchir à tout ça et à faire le film de cette façon-là, au final. Exactement. Okay. Mais en parlant de production, je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes femmes qui disent que c'est très compliqué de faire un premier film, mais que d'en faire un second, c'est encore plus dur. Est-ce que vous avez dû faire face à cette difficulté? Est-ce que vous l'avez ressenti? Faire un film, c'est toujours difficile, de toute manière. Ça, et je me rends compte qu'on repart un peu tout le temps à zéro. Même si j'ai senti quand même que le succès de Slalom, entre guillemets, a facilité un peu les choses, parce que voilà, on a commencé à réfléchir sur ce film en 2021 et on a commencé le tournage en 2023, fin 2023. Donc finalement, on n'a pas mis tant de temps que ça. Mais de toute manière, c'est toujours compliqué de faire un film, ça c'est sûr. Et je pense que oui, les femmes, on se rend compte, parce que quand on fait un peu des statistiques, on a toujours moins d'argent que les hommes. Moi, j'ai remarqué, surtout les premiers films de femmes, on a toujours moins d'argent. C'est-à-dire qu'on nous fait moins... comme si on disait, mais comment est-ce qu'elles vont être capables de diriger une équipe, voilà. Et ça, c'est vraiment rageant, quoi. Et bon, là, on a quand même pas mal de budget sur ce deuxième film. Et en plus, on n'avait pas de casting et tout. Donc, les producteurs ont fait vraiment un super travail. Mais bon, c'est toujours compliqué. Et nous, les femmes, on a toujours moins d'argent, c'est sûr. Bon, il faut continuer à se battre pour faire changer ça, bien sûr. Parlons du casting du film. Comment s'est passé le choix des actrices, et notamment donc de Albina Korch? Alors ça a été une vraie mission aussi, parce que donc on a commencé à chercher une actrice très tôt, même avant qu'on ait un scénario, parce que je savais que ça allait être très important. Donc on était en plein Covid, donc on a pris une directrice de casting en Ukraine et elle a commencé à m'envoyer des tapes. Et on s'était dit, bon, dès que les restrictions sanitaires seront levées, j'irai en Ukraine, je verrai les filles, on fera des repérages, ça me permettra d'enrichir mon script, etc. Et j'ai jamais pu aller en Ukraine à cause de la guerre qui a été déclarée en février 2022, donc très peu de temps après la levée des restrictions sanitaires. Et donc j'ai fait tout ce casting pendant 2 ans et demi en Zoom, c'est-à-dire que et en tout cas, pour moi, la certitude que j'avais, c'était je voulais travailler avec des actrices ukrainiennes.
c'était très important pour moi de faire le pont entre la France et l'Ukraine grâce à la rencontre, enfin, c'est ce que je me disais, grâce à cette rencontre que je ferais avec ces comédiennes-là, j'allais moi aussi m'enrichir, apprendre et être plus juste. Donc, c'était très, très important. Et ça l'a encore plus été une fois que la Russie envahit l'Ukraine. Enfin, en aucun cas, ça m'a découragée. Par contre, pour moi, c'était compliqué parce que c'est la première fois que je fais un casting sans voir les comédiens. Et faire un casting, vous voyez, là, on se parle, on se voit quand même pas très bien, quoi. C'est-à-dire, on ressent pas toute l'énergie que la personne en face de nous peut nous renvoyer. Donc c'était un vrai challenge. Par moments, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Enfin, ça a été dur, hein. Et puis j'ai trouvé Albina. Un jour, j'ai fait une impro avec elle. C'est Tatiana Valdi, donc ma directrice de casting ukrainienne, qui m'a dit il faut que tu revoies cette fille. Elle avait rien fait, Albina. Et en fait, elle m'a complètement bouleversée par Zoom, comme ça. Donc, c'était exactement comme vous et moi là. Ça vous rappelle des souvenirs comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, si je suis bouleversée autant en Zoom par une jeune femme, je pense que peut-être on tient quelque chose. Et les producteurs l'ont fait venir à Paris. Donc, elle a fait 25 heures de trajet parce que l'espace aérien est fermé. Ouais. Enfin, voilà. Et quand elle est arrivée, on a mis la caméra en marche, je me souviens, et on s'est mis à pleurer avec mon chef opérateur. C'est-à-dire qu'on a tout de suite su que c'était elle. Avec Éric Dumont, on était voilà, fascinés par Oksana, fascinés par Albina, par son visage, par son regard, par finalement la proximité qu'elle avait avec Oksana, parce que c'est ça qui me paralysait, moi. C'était comment je vais faire pour trouver une actrice qui soit aussi forte, aussi fascinante, aussi sublime qu'Oksana, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Je crois qu'on a trouvé. C'est sûr que moi je pourrais pas vous bouleverser autant là avec mes questions. Est-ce que vous avez eu des difficultés à tourner un film essentiellement donc dans une autre langue? Parce que ça c'est pas commun aussi. Bah non, franchement, ça a été. Mais mes actrices sont tellement extraordinaires. Elles étaient tellement habitées aussi par ce qu'elles étaient en train de faire. J'ai une équipe technique avec moi qui est aussi vraiment extraordinaire. Donc, il y avait une espèce de. On était en fusion, tous les uns avec les autres. Moi, je travaille un peu comme au théâtre. D'ailleurs, je viens du théâtre à la base, mais pour moi, un tournage, c'est comme une troupe, c'est une grande famille, on crée ensemble. J'aime pas trop d'ailleurs le terme direction d'acteur. Moi, je dirige personne. J'ai une vision qui est très forte, ça c'est sûr. Mais ensuite, voilà, tous ensemble, avec mon équipe technique, mon équipe artistique, mes comédiens, on crée, on travaille. Donc, je laisse les gens qui travaillent avec moi très, très libres. Et du coup, bah, il y a quelque chose de, je sais pas, qui s'est fait, qui était hyper fluide. Et franchement, je me demande même si c'était pas plus facile de travailler avec des Ukrainiens dans une autre langue qu'avec des Français. Enfin, parce que du coup, on parle vraiment émotion. On parle corps. Le corps, de toute manière, il est au centre de mes films. Et vu que c'est ça pour moi le nerf de la guerre, bah là, on est vraiment dans ce langage-là, quoi. Donc, il n'y a pas cette langue qui vient parasiter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Bah, parlons maintenant de quelque chose qui ne passe pas aussi par la langue, c'est l'image de votre film, l'esthétique. Déjà, ma première question, pourquoi avoir choisi de tourner le film en format 1.50 ? Alors, assez vite avec Éric Dumont, mon chef-op, on a fait le choix déjà de tourner avec des optiques sphériques parce qu'on trouvait que ça sublimait vraiment le visage d'Oksana. Avant, j'avais toujours tourné en anamorphique, donc c'est des formats vraiment horizontaux parce que dans ces films-là, c'est l'homme ou la fille qu'on appelle, il y avait des paysages à filmer, il y avait et là, on voulait vraiment être sur le portrait d'Oksana et on voulait retrouver ce format peinture, donc qui n'est jamais en fait, qui n'a jamais l'horizontalité du scope, hein, qui est donc quelque chose de voilà de plus carré entre guillemets, de plus rectangulaire. Donc on a choisi ça pour vraiment s'obliger aussi à toujours avoir ce visage, ce regard, et ces corps face à nous. C'est-à-dire que le sphérique et ce format-là nous oblige presque à rentrer à l'intérieur du personnage qu'on est en train de filmer, alors que l'anamorphique, on est dans quelque chose de... Oui, c'est plus le paysage, c'est plus des acteurs qu'on filme dans un univers. Là, finalement, c'est pas ça qui nous intéressait. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment... c'est très frontal aussi. C'est très frontal, c'est presque plus agressif comme format.
Bah, c'est vrai que, en tout cas, vos films marquent souvent la rétine. Moi, je me rappelle que Slalom, ouais, m'avait vraiment marqué par votre façon de filmer le ski, où il y avait ce fameux long plan aussi avec la couleur rouge Ouais. qui était très très fort. Ici, j'ai l'impression que vous, voilà, vous cherchez aussi à iconiser Oksana par l'image. Il y a limite une dimension mystique, religieuse, qu'on peut aussi comprendre par son lien avec la religion elle-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Mais ça m'a fasciné, ce côté spirituel, mystique. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais partir vivre dans un temple bouddhiste. Ma mère, qui était vraiment athée, mais vraiment anti-religion, ça a été vraiment, je me souviens, no way. Mais j'avais ce côté un peu spirituel, dans mon monde, marginal. Je pense que j'ai ressenti, j'ai ressenti cette proximité avec la petite Oksana. Sa manière de voir le monde. Et c'est vrai que cette spiritualité, pour moi, je me suis imaginé qu'elle avait accompagné Oksana tout au long de sa vie. Je le comprends aussi parce que son engagement politique, artistique, pour elle, j'imagine, c'est ce que je me suis raconté, c'est une mission Hmm. véritablement. Quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, qui va du coup la guider et lui permettre de survivre. Et moi, je ressens un peu finalement ma manière de faire des films aussi. Pour moi, c'est une mission. J'ai trouvé ma mission dans la vie. J'ai plus besoin de fuir. J'ai plus besoin d'être dans l'autodestruction. J'ai plus besoin de. Voilà, je sublime les traumatismes. J'essaye de faire bouger les lignes. Et donc voilà, c'est bon. Je suis sur des rails. Je peux vivre ma vie, quoi. Je peux supporter le monde. Et je crois qu'Oksana, c'était aussi ça. Et ça, c'est un peu mystique de se sentir un peu assigné comme ça pour faire quelque chose. Alors, c'est sûrement quelque chose qu'on s'invente, qu'on se raconte comme Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment elle a entendu des voix ou elle s'est pas dit, ah tiens, je vais sauver le monde, j'ai entendu une voix pour survivre, vous voyez? Hmm. Et donc, ça m'intéresse vachement cette question-là. Moi, je pense qu'on se raconte ça. Parce qu'on a besoin de trouver une force pour supporter certaines choses. Et puis j'ai vu dans le parcours d'Oksana des liens très forts avec, oui, avec le parcours de Jeanne d'Arc. Et puis sa maman l'appelait ma petite Jeanne d'Arc, donc Ouais. il n'y a pas que moi qui ai vu ça. Et puis il y a les icônes, évidemment, qu'elle peignait. Donc j'ai vraiment, avec ma mise en scène, avec Éric Dumont encore une fois, Florian Sanson, mon chef décorateur, Judith Deluz, toute mon équipe artistique, Judith Deluz, donc ma chef costumière, Laurence Nicoli, ma script. On a vraiment travaillé pour mettre en avant cette spiritualité, cette espèce de... mais dans Slalom, il y avait un peu ça, c'est-à-dire quelque chose de souterrain, de très très fort, dont on ne peut pas se détacher, qui annonce quelque chose, qui y a cette... voilà, en fait, je crois que dans tout, et même dans La fille qu'on appelle, il y a un peu ça. Et finalement, j'ai changé de chef opérateur avec ce film. Hmm. J'adore Yann Marito, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui avait fait l'image de Slalom et de la fille. Mais je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vient du chef opérateur? Je voulais voir, en fait, je voulais essayer de faire un peu différemment et je me rends compte que finalement, bah, je refais encore un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que Hmm. c'est un truc qui me hante un peu, quoi. Avant de mourir, Oksana Shachko avait publié un dernier message sur Instagram en écrivant You are fake. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réutilisation et la réinterprétation de cette phrase dans votre film? Oui, alors en fait, il y a deux choses. Donc il y a ce You are fake. Pour moi, c'était très important que ça soit dans le film parce que je trouve que c'est un message très très fort. Pour moi, elle dit ça aux dirigeants de ce monde qui en fait ne regardent pas les choses en face et notamment l'arrivée de l'autoritarisme dans nos sociétés. Voilà, aujourd'hui, on voit bien quand même que la liberté d'expression, elle est mise en danger. Le droit des femmes, il est encore mis en danger. Enfin. Donc il y a une espèce d'hypocrisie quand même, c'est-à-dire qu'on s'insurge, mais on fait rien au fond. Je veux dire, Poutine, on le laisse arriver. Hmm. En fait, elle nous prévenait sur Poutine déjà Ouais. en 2008. On est en 2025, il a envahi l'Ukraine. Peut-être qu'après-demain, il enverra la Pologne. Enfin, je veux dire, c'est quand même et tout le monde le sait, mais personne fait rien vraiment. Quoi, on attend. Donc c'est ce message-là, you are fake, même par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, je trouve d'une puissance inouïe. Après, je pense qu'elle le disait aussi par rapport à certaines réactions de certaines activistes qu'elle a trouvées, je pense, déplacées, égocentrées et pas vraiment au bon endroit par rapport à l'importance de la mission qui est de sauver le monde et de se battre contre les injustices. Donc voilà, ça c'était très important pour moi que ce message il soit dans le film. Et après, j'ai réinterprété cette scène où elle se peint le corps parce que j'ai vu une image qui existe.
d'Oksana qui a une manifestation qui était pour la manif pour tous où elle s'était peint le corps. Comme ça, il y a une photo qui existe d'elle qui est magnifique, où elle a le corps peint vraiment. On dirait que c'est Basquiat qui lui a peint le corps et on comprend bien que c'est elle qui s'est peint le corps, la manière dont les coups de pinceau sont. Et c'est une des seules images où elle s'est vraiment peint le corps comme ça. Et donc j'ai voulu, moi, imaginer le moment où elle s'est peint le corps justement. Et je trouvais que c'était une belle allégorie de ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là dans le film. Ouais, Voilà. c'est une des très belles scènes du film. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Alors, je travaille sur pas mal de projets, mais je sais pas du tout. Alors là, je peux pas trop en parler parce que je suis incapable de dire ce qui va se faire ou pas. Ouais. Donc c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, ouais. On Et avance alors, plusieurs projets en même temps. ouais, et puis en plus, quand je finis un film, enfin, j'ai du mal. À vous J'ai du projeter. mal à quitter aussi Oksana, quoi. Donc, j'ai du mal à parler d'autre chose, que j'ai eu vraiment du mal à la quitter. J'ai énormément pleuré le 16 avril. Parce que je crois que j'ai vécu ce deuil que tous ses amis ont vécu. Moi, je l'avais pas vécu évidemment parce que je l'ai pas connu, mais j'ai vécu terriblement ce deuil d'Oksana le 16 avril. Ça a été horrible, très dur. Bon. Et j'espère vraiment que le public sera au rendez-vous. Le démarrage est un peu difficile, mais on a besoin vraiment que les gens parlent du film, aillent le voir, parce que c'est comme si sinon, j'ai l'impression que d'avoir échoué à lui rendre justice, quoi. Si le public va pas en salle, j'ai un peu, voilà. Donc il y avait ce sentiment hyper dur de se dire, on peut pas tuer deux fois Oksana, quoi. Il faut qu'elle revive vraiment, quoi. Il faut que les gens aillent voir ce film. Il faut que les gens la rencontrent. Après, le succès d'un film, malheureusement, il se fait pas toujours aussi par rapport à la qualité. Donc ça, vous pouvez pas non plus y faire grand-chose pour ça. Mais ouais. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Alors, moi, j'ai vu un film. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est The Apprentice. Ok. Que Sur j'ai Donald trouvé Trump. Ouais, et j'ai trouvé ce film extraordinaire. J'ai trouvé les acteurs extraordinaires. Je trouvais la mise en scène extraordinaire. Voilà, j'ai aussi des images. Moi, j'aime quand je vais au cinéma rentrer dans un monde, dans un univers, dans une atmosphère très particulière. Et il y a ça dans The Apprentice. C'est aussi une dimension politique. C'est aussi un portrait. Là, c'est un homme. C'est un face-à-face aussi entre deux hommes. Et je trouve que ça éclaire beaucoup sur ce Trump qu'on a du mal à comprendre finalement. Et je trouve que ce film est aussi super pour ça. C'est un véritable objet artistique, c'est un véritable objet de mise en scène, c'est un vrai film de cinéma. Et en même temps, on apprend énormément de choses sur Trump. Et ça nous éclaire sur le paysage politique aujourd'hui. Et voilà, pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est marrant parce que du coup on pourrait mettre vraiment en écho c'est vos deux films, votre film et The Apprentice avec ces deux portraits complètement différents et de personnes qui sont opposées. Vous pouvez donc toujours retrouver en salle Oksana, second long métrage de Charlène Favier, notre invitée du jour. Merci Charlène pour ce nouvel échange dans The Cinema Show, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, merci beaucoup. Can she be late for her cinema show? Cinema show.